Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, il est avec nous. C'est des bonnes nouvelles, ça fait longtemps qu'on l'attendait, lui, mais surtout l'annonce qui a été faite et votée par l'Assemblée nationale. Stéphane Mertens, bonjour. Bonjour. Vous êtes recteur, ça on le sait, mais maintenant, un recteur dans un rectorat. Oui, Ça enfin, fait... pas encore dans un rectorat. Il y a encore un petit délai. Il faut Oui, attendre mais là, encore la marche arrière est cassée. La marche arrière est cassée. Maintenant, on va aller tout droit. Bien sûr, Ouais. l'Assemblée nationale a acté Ouais. l'article 7 qui prévoit donc cette création de rectorat. Il faut attendre maintenant le passage par le Sénat, bien Ouais, sûr. Nous ouais. serons d'ailleurs, je serai auditionné dans 2 jours par la commission Affaires culturelles et éducation du Sénat, comme je l'ai été auparavant par la même commission à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai qu'on est bien engagé et voilà, d'ici la fin de l'année, début 2020, nous serons donc de fait rectorat. On passera de vice-rectorat à rectorat. Alors, il y a beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, et une question toute simple qui a fait la une, je crois, d'un des journaux également. Et après, ok, on est rectorat, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, écoutez, c'est un Qu'est-ce que ça va changement. changer, en fait? Ça va changer quand même, ça va changer. Bien sûr, l'ossature, j'ai eu l'occasion, grâce à vous, de le dire, l'ossature existait. L'ossature, Ouais. pour devenir un rectorat, existait. Nous avons, les services étaient en place au sein d'un vice-rectorat, heureusement d'ailleurs, mais enfin, nous avions un certain nombre de compétences. Mais c'est vrai que le passage à rectorat implique quand même un certain nombre de changements. Ouais. Nous avons plus de moyens. Je vous rappelle que nous avons 20 emplois au sein du personnel rectorat qui sont dégagés à notre profit d'ici 5 ans. Nous avons pu obtenir le recrutement de 10 personnels dès 2019. Donc ça concerne notamment un DAFPIC, enfin un délégué académique à la formation initiale et continue, un délégué à la formation des personnels de l'éducation nationale. Donc ce sont vraiment des poids lourds qui vont arriver, un PVS par exemple, un proviseur à vie scolaire, des techniciens qui vont accompagner notre pôle construction scolaire. Donc en tout, vraiment des personnels qui vont apporter la compétence pour que nous puissions mieux traiter tous les dossiers administratifs et pédagogiques. Et ainsi de suite. Il y a aussi bien sûr le regroupement, le réajustement de nos espaces au sein des services. Nous avions la société Ernst & Young qui a auditionné non seulement les personnels du rectorat, mais également les usagers, les organisations professionnelles, les lycéens, pour voir comment peut-on améliorer les choses, notamment l'accueil. Donc vous voyez, ce sont des choses très très précises. Et puis bien sûr, le grand chantier, c'est un plan de formation pluriannuel que nous allons mettre en place. Mais quand je parle de plan de formation, je l'ai dit aux syndicats, aux organisations professionnelles, c'est quelque chose d'envergure que nous allons mettre en place. Non seulement les enseignants, les contractuels, bien sûr, parce qu'ils seront mieux accompagnés, nous pourrons mieux les accompagner, mais également les personnels du vice-rectorat. Nous avons tous besoin d'être formés. Je suis le premier à le dire. Moi aussi, je me renseigne, on lit, on fait attention. Mais là, c'est vraiment monter en puissance pour être plus compétent encore. Mais ça a également des changements très concrets au niveau du statut. Par exemple, un vice-recteur, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, un vice-recteur, on peut le dire maintenant. Le vice-recteur, c'est un poste catégorie A qui est nommé par arrêté ministériel pour une période déterminée. C'est quasiment un contrat, en quelque sorte, alors que le recteur est nommé en Conseil des ministres par décret. Il peut être évoqué tous les mercredis en Conseil des ministres. C'est comme un préfet. Et généralement, c'est mon cas, docteur, habilité à diriger des recherches, donc il a le titre de professeur d'université. Aujourd'hui, avec une réforme 2010, on n'est pas obligé d'avoir une thèse, ça peut être un directeur de service à certaines conditions, etc., du ministère. Mais vous voyez, les statuts changent, les compétences aussi d'un recteur. Ça va de la maternelle jusqu'à l'université. Le QFR ici, c'est un sujet encore à part, mais enfin, il est chancelier des universités, ce que n'est pas un vice-recteur. Et il est surtout responsable du budget du rectorat par rapport à son ministre, et plus par rapport au préfet. Donc, vous voyez, plus de proximité, gestion, proximité. Mais là, on a le sentiment qu'on est beaucoup dans l'administration, ça va changer pas mal de choses au niveau de l'administration, au niveau de l'encadrement, au niveau des compétences, c'est clair. Mais regardez ces messages. Est-ce que le passage de vice-rectorat en rectorat va permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement de nos gamins? Autre question, est-ce que nos gamins vont avoir de meilleures notes à l'école? Souvent on dit, ouais mais il y a du vrai, souvent on dit, oui Mayotte, on n'est pas bien classé, on est la qualité de l'enseignement, ou pour X raisons, on n'est pas les premiers de la classe. Est-ce que le fait de passer en rectorat, ça va changer quelque chose pour nos gamins?
Écoutez, comme vous avez raison de dire, au niveau administratif, ça paraît un petit peu lointain pour l'usager. Mais oui, ça va changer parce que nous aurons les coudées plus franches. Nous pourrons... le recteur a plus de poids pour défendre les intérêts de son académie auprès du ministère. On est vice-recteur, on est recteur. Bon. Nous pourrons, je vous l'ai dit, nous avons plus de moyens, un recteur a plus de moyens, nous pourrons organiser notre formation, notre plan de formation pluriannuel pour mieux préparer, pour mieux accompagner nos enseignants qui soient titulaires, mais bien sûr aussi les néo-titulaires, les néo-contractuels et les contractuels. Nous pourrons mieux organiser les concours aussi, hein, je pense ici aux professeurs d'école. Nous pourrons mieux élaborer un plan stratégique pour attirer davantage les contractuels, faire en sorte qu'ils puissent se préparer mieux au concours. Ce sont des choses qu'il ne faut pas, alors ça peut paraître une fois de plus quand on parle comme ça, ne pas sous-estimer. Quand on discute nos dialogues de gestion une fois par an avec le ministère, et puis toutes les réunions que nous avons au cours de l'année avec les services, eh bien, il faut être en la stature entre guillemets pour pouvoir discuter avec eux, faire passer des messages. Ça sera beaucoup plus facile. Et puis bien sûr, nous avons des moyens, je le disais, je reviens aux moyens, des leviers. Nous pouvons mettre en place des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Est-ce que par exemple, on va gagner en autonomie, monsieur le recteur? Autonomie dans le sens adapter un programme scolaire parce qu'il y a certaines spécificités. Est-ce que ça, on aura le droit? C'est moins de l'autonomie par rapport, vous pensez, à la préfecture, parce que nous allons continuer à travailler ensemble. Nous serons plus service de l'État au même titre que la police ou la justice. Voilà. Mais en même temps, nous allons affirmer davantage notre complémentarité, parce que nous travaillons main dans la main, il faudra continuer, bien évidemment. Mais c'est vrai que nous pourrons, que nous serons interlocuteurs directs des collectivités. À voir comment les choses vont évoluer au niveau des institutions aussi, bien sûr. Mais nous serons les interlocuteurs directs. Nous pourrons actionner de leviers autrement, plus facilement. Je pense notamment ici aux langues maternelles. Je l'ai dit, c'est mon objectif. J'ai donné des consignes. Je souhaite qu'effectivement les langues maternelles deviennent un levier pour une meilleure maîtrise de langue française dès les classes maternelles. Ça veut donc dire clairement qu'on va parler plus mahorais à l'école qu'on ne parle aujourd'hui. En tout cas, apprendre à parler correctement le mahorais. Je dis un levier, c'est-à-dire utiliser la langue maternelle pour mieux maîtriser la langue française. Donc bien sûr, ici et là, on parlera certainement plus le mahorais, mais dans un objectif bien précis. Alors, à voir, j'entends ici et là, je lis la presse, j'entends les élus se prononcer, faire des commentaires. Oui, peut-être que le shimaoré ou le kibushi, je pense surtout au shimaoré, deviendront langue régionale. À ce moment-là, ça sera une autre affaire. On pourra imaginer la création de classes bilingues. Shimaoré français, comme on le fait dans d'autres départements d'outre-mer, notamment aux Antilles, avec le créole le français. Et ce sont des enfants qui réussissent avec le basque et le français, en Corse, le corse le français. Et ce sont des enfants qui réussissent parfaitement bien. Samuel Vaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le recteur. Cette transformation du vice-rectorat en rectorat pour la fin de l'année 2019 coïncidera avec la proposition de loi sur la clarification institutionnelle. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la création du rectorat va faire perdre la compétence au rectorat aujourd'hui sur la construction des établissements du second degré pour la restituer à la région? Écoutez, tout dépendra des décisions qui seront prises au niveau du gouvernement. Comme vous le savez, il y a une mission qui est venue ici à Mayotte pour discuter avec les différents partenaires, organismes. Nous avons également été auditionnés au vice-rectorat pour voir comment les choses peuvent évoluer. L'enjeu est détail. Effectivement, nous avons des établissements publics nationaux, sous l'autorité de l'État. La question se pose de savoir, est-ce qu'on va pouvoir appliquer le code de l'éducation, le droit commun à nos établissements d'ici quelques temps ou assez rapidement, pour qu'ils deviennent des EPLE, des établissements publics locaux d'enseignement, et qui seraient pas rattachés, mais qui dépendraient en partie d'un département pour les collèges et de la région pour les lycées. Et il s'adresserait aux collectivités pour les questions de construction, enfin de rénovation, restauration, etc.
L'enjeu donc de taille. Pour l'instant, c'est l'État qui s'en occupe. Hein. Eh oui. Alors est-ce que et là je ne peux pas me prononcer. Enfin, je veux dire, ça c'est la mission qui donnera qui remettra un rapport au gouvernement. On verra après comment les choses évoluent. Je ne peux pas dire qu'à la fin de l'année, il y aura un département, une région qu'on déléguera les voilà. La transformation n'implique pas en rectorat n'implique pas forcément le transfert de compétences. Pour l'instant, en tout cas, non. Pour l'instant, non. On en est toujours, en quelque sorte, un statu quo. Hein. C'est l'État qui est responsable, oui. Une question un peu plus personnelle, un peu plus privée, monsieur le recteur, si vous permettez, vous inquiétez pas. Il y a pas. Qu'est-ce qui va se passer non, je plaisante. Mais ce que vous êtes en train de vivre, c'est quand même une aventure humaine extraordinaire. Peut-être que dans votre vie, jamais vous n'aurez l'occasion de repasser d'un vice-rectorat, de transformer un vice-rectorat en rectorat. Humainement, qu'est-ce qu'on ressent quand on est à votre place? Parce que on a eu le même sentiment, Samuel, avec la notion de département. On est tous quelque part acteurs de la mise en place de ce département. Chacun à son échelle, chacun avec sa petite pierre. Mais vous, au sein de ce rectorat, c'est quand même une sacrée pierre. Oui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je le dis, à mes collègues. Voilà. Et puis mon choix, le choix d'accepter ce poste ici a été quand même en grande partie aussi commandé par ce challenge, non seulement par intérêt pour les Outre-mer et notamment donc Mayotte, mais aussi le fait de passer de vice-rectorat à rectorat, c'est quand même une aventure extraordinaire que les recteurs généralement ne connaîtront pas. Voilà. Et c'est pas tous les jours qu'on change un vice-rectorat en rectorat. Mais ça fait transpirer quand même, ça. On se dit, oula, faut y arriver. Écoutez, je transpire, mais autant que mes collègues, autant que les services et le comité de direction, comme on dit. On a un secrétaire général, une DAZEN et un directeur de cabinet, un chef de cabinet qui constitue ce comité de direction, qui sont sur le pont du matin au soir, les week-ends. Il y en a. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez des doutes? Est-ce que vous dites, est-ce que je vais y arriver? Non, pas de doute. Pas de doute. Non. Courage et détermination. Ce sont ce leitmotiv. On est là pour avancer, donc il faut laisser le temps au temps. J'entends bien les. Mais là maintenant que c'est annoncé, tout le monde va aller vite. C'est toujours maintenant il faut y aller, mais il faut laisser le temps au temps. Le vice-rectorat ici a été créé il y a 13 ans. Et là, on va passer en quelques mois, un an, de vice-rectorat à rectorat. Donc c'est quelque chose qui quand même est très rapide. Laissons le temps au temps pour affiner. Il y a un travail, un toilettage, un travail au niveau législatif, réglementaire qui est de poids, qui est très 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 lourd. L'usager peut pas imaginer. Et bien sûr, ça reste nébuleux pour tout le monde. Mais voilà, c'est nébuleux. Mais ce sont des mises aux normes qui, au niveau loi, réglementation, décret, arrêté, qui vont prendre des mois. Il faut bien voir les choses. Voilà. Vous allez avoir besoin d'écrire, beaucoup écrire. Je vois que vous n'avez pas de stylo. Je vous offre un stylo, monsieur. Ça c'est gentil. Bon souvenir. Samuel Bocher, Samuel Bocher, à la dernière question pour vous, sous forme de conclusion. Vous parliez de l'article 7 tout à l'heure, qui transforme le vice-rectorat en rectorat. Et c'est dans le cadre de la loi l'école de la confiance qui est présentée aujourd'hui aux parlementaires. Il propose aussi l'école obligatoire à 3 ans. Oui. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou ça risque d'être un handicap? Ne faudrait-il pas un moratoire avant d'appliquer ça? Pour Mayotte, je parle. Oui, mais écoutez, monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer est venu, vous le savez, donc à Mayotte. Il connaît quand même assez bien les Outre-mer et a pris la mesure de la situation à Mayotte. Donc, la mesure 3 ans, elle vaut ce qu'elle vaut. Je n'ai pas à me prononcer. Donc, je pense que, à certains égards, cette mesure est une bonne chose. À Mayotte, on le sait, ça va être difficile. On va pas insister là-dessus, on peut en discuter si vous souhaitez, mais c'est vrai que 3 ans, l'objectif 100% va être très difficile à atteindre. Donc nous avons des objectifs au sein du vice-rectorat, nous nous sommes fixés une certaine barre pour la première année, nous allons y travailler, nous allons réunir surtout les parents et les élus, c'est les premiers concernés, il va falloir trouver des solutions. Peut-être des mesures transitoires, sous forme de école itinéraire, voir où sont les besoins les plus importants. C'est un travail qui est en train de commencer et qui va être effectué par nos corps d'inspection sous l'autorité de la DAZEN. Donc c'est quelque chose évidemment qu'on suit de très près. Mais un objectif 100%, c'est difficile à Mayotte, et ça tout le monde en est conscient, le ministre lui-même. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous le faites à chaque fois qu'on en a besoin et
et notamment d'éclairer l'actualité sur votre Vous domaine de êtes compétences. tellement accueillant, c'est avec grand plaisir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.